thermique, radiofréquence, laser, vapeur, la technique, toutes ces techniques thermiques nécessitent une injection locale d'un liquide qui protège les tissus environnants de la brûlure thermique, ce qui explique les suites opératoires particulièrement simples et l'absence de réaction inflammatoire, puisque seule la veine, la paroi veineuse, est touchée par la chaleur et la brûlure. Avec cette nouvelle technique, on va encore plus loin, puisqu'on supprime cette étape, qu'on appelle la tumescence, qui injecte donc ce liquide avec de la xylocaïne adrénalinée. Donc ces techniques sont émergentes, entre guillemets, sont maintenant dénommées non-tumescentes, non-thermales, MT. Donc il y en a trois. La plus ancienne, c'est le MOCA, qui est donc un procédé pharmacomécanique. Le deuxième, on a déjà évoqué, c'est l'acrylique, c'est du cyanoacrylate. Et la dernière, plus récente et moins documentée, c'est une association mécanique et injection de liquide sclérosant. Donc le MOCA, ou Mechanical Ablation, le principe d'action, c'est simplement on introduit un petit cathéter au bout duquel qui est relié à un moteur, qui est dans cette poignée que vous voyez ici, qui anime cette extrémité qui va éroder par un mouvement très rapide, 500 tours par minute, la paroi veineuse pour attaquer l'endothélium. Et en même temps, par cette seringue, on injecte du produit sclérosant qui a donc une efficacité plus grande puisque la paroi a été altérée. Au fur et à mesure qu'on retire ce cathéter, on injecte et on actionne ce mouvement abrasif contre la paroi. Alors c'est totalement indolore, le malade sent simplement une petite vibration, il y a juste une anesthésie locale au point de ponction, en général à la jarretière, et l'efficacité est très intéressante, comme vous pouvez le voir. Donc les premières publications datent de 2013, où on a, c'est une étude multicentrique qui fait état de très bons résultats pour 126 patients avec un suivi relativement court de 6 mois, où vous voyez qu'on approche les 95-96% d'occlusion à 6 mois, avec des résultats sur le plan des suites opératoires très simples, très peu de paraphlébites, ce qu'on appelle les paraphlébites des collatérales, qui personnellement, je n'ai jamais considéré qu'ils ont une conséquence, très peu d'échymose et très peu d'hématomes également, avec une qualité de vie post-opératoire très importante, très bonne. Même chose, donc le nom générique du MOCA, c'est le Clariven en France. Vous avez ici une étude prospective avec des résultats à 1 an qui montre pour la petite saphène 100% d'occlusion à 6 semaines avec 94% à 1 an. Et bien évidemment, particulièrement dans la petite saphène qui est souvent très douloureuse dans les suites post-opératoires en chirurgie, un score de qualité de vie très en faveur de cette technique. Pour la grande saphène, même résultat, avec des résultats à 2 ans où tout était complètement occlu, même s'il y avait 6 pertes de vue sur les 30, ce qui est quand même assez important, et ce qui est assez classique dans les études sur les varices, parce que c'est des gens jeunes qui bougent beaucoup, qui ont des activités professionnelles et qui sont plus difficiles à suivre qu'un cancer ou une pathologie coronarienne ou artérielle. Donc il n'y avait pas de thrombose veineuse profonde, surtout pas d'atteinte au niveau cutané ou nerveux. Si on fait, il y a une comparaison entre la radiofréquence et le Clariven, qui a montré que le Clariven était beaucoup moins douloureux que la radiofréquence en post-opératoire et que les scores de qualité de vie, après 1 mois, la période post-opératoire est à peu près les mêmes. Par contre, il n'y a pas encore de résultats à long terme au-delà de 6 mois à l'époque de ces publications. Et si on prend un peu les données de la littérature, et toutes ces séries avec des séries maximales de 2 ans, et sur des petites séries, la plus importante étant celle de 2014 avec 147 membres, on s'aperçoit que sur ces 694 cas colligés, eh bien on a 95% d'occlusion saphène à 1 an avec une amélioration significative de la qualité de vie par rapport à la chirurgie ou même à la radiofréquence. Donc l'intérêt de cette technique est que bien évidemment on a un très bon résultat sur l'occlusion,
qu'il y a peu de complications et qu'aujourd'hui, on n'a pas encore de comparaison sur des séries randomisées avec les techniques thermiques, en tout cas pour le long terme. La glu, c'est la deuxième technique endoveineuse, sans tumescence et sans anesthésie, qui est donc basée sur un principe où on injecte effectivement du cyanoacrylate, c'est la superglue qu'on voit, que vous utilisez en superglue à la maison. Vous accrochez le monsieur au plafond et ça tient en quelques secondes, c'est un peu le même principe. Donc au contact du sang et du plasma, vous avez une polymérisation de la colle qui entraîne une irritation de l'intima de la paroi veineuse avec une réaction immunologique et une réaction inflammatoire qui va entraîner une fermeture de celle-ci de manière pérenne. C'est totalement indolore à l'injection, ça nécessite évidemment simplement une injection au point de ponction, et on monte le cathéter, on retire progressivement en injectant toutes les 30 secondes, tous les 20 secondes, quelques dizaines de millilitres de colle. En général, il faut 2 millilitres pour traiter une saphène. Donc les premiers résultats datent de 2013, avec un très bon résultat sur l'occlusion, puisqu'on est près de 98% de résultats à 12 mois, avec une absence de récidive et surtout d'effets secondaires de cette colle par rapport aux techniques habituelles. Il y a eu une série randomisée qui compare avec la radiofréquence. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un des systèmes de glu, le Vénacil, est commercialisé par Medtronic, qui commercialise également la radiofréquence, et qui a fait une étude randomisée des deux systèmes, avec, ici vous voyez, des résultats sur la qualité de vie en vert, vous avez la glu, et en bleu, la radiofréquence, et vous voyez que dans tous les cas de figure, sauf au bout de quelques semaines, la glu est toujours supérieure à la radiofréquence. Si on compare les différents effets secondaires, il n'y a pas de différence entre les deux. Et une des conclusions de cette étude, vous voyez qu'à 1 an, à 3 mois et à 6 mois, les taux d'occlusion sont quasiment identiques. Et une des conclusions de cette étude, c'est qu'il n'y a pas d'infériorité de la glu par rapport à la radiofréquence. Ceci est confirmé par la qualité de vie, où les scores sont complètement comparables. Donc aujourd'hui, on est dans je souscris à ce que disait le professeur Benamou également, on est dans l'innovation à tout prix. Aujourd'hui, on a une nouvelle technique qui certes est moins agressive, avec des suites opératoires plus simples, qui est plus simple à réaliser, avec une anesthésie locale seulement du point de ponction. Est-ce qu'aujourd'hui, ce coût justifie qu'elle remplace la radiofréquence ou le laser? C'est encore une question à laquelle je ne peux pas répondre, parce qu'on n'a pas encore les résultats à moyen terme. Alors ça, c'est l'autre système qui est commercialisé, qui est d'origine turque, où les résultats sont similaires. Et une des conclusions de cet article dans Physiologie était qu'il n'y avait pas d'études randomisées actuelles qui permettent de dire que cette technique a un avenir par rapport à son coût, par rapport aux techniques endoveineuses thermiques. Si on fait une publication qui a été publiée récemment dans le JVS, une des conclusions est qu'aujourd'hui, il n'y a pas une étude randomisée qui permet de comparer les différentes techniques et qui donne un avantage à la glu par rapport aux techniques thermiques, même si dans les suites immédiates, c'est plus intéressant. La dernière technique, enfin, c'est une technique mixte, associant une occlusion, ou une endo-occlusion, c'est comme ça que ça s'appelle, associée à une sclérose associée. C'est le V-block système. Donc le principe est le suivant, on largue toujours par voie percutanée, sous anesthésie locale ou point de ponction, sous contrôle échographique, cette petite structure qui est du nitinol, donc expansion à mémoire thermique, qui vient se bloquer au niveau de la jonction saphéno-fémorale ou saphéno-pontité, et qui va permettre en dessous d'injecter en toute prudence, en toute sécurité, du liquide sclérosant sur toute la hauteur du segment refluent. Donc c'est en fait l'équivalent d'une ligature endoscopique ou endovasculaire associée à une sclérothérapie complémentaire. Donc on injecte en même temps le liquide sclérosant, on aspire le sang résiduel dans le segment qu'on veut traiter du tronc, c'est de la veine transaphène, et on fait ça avec un retrait progressif du cathéter. Alors malheureusement, dans cette technique qui a été décrite uniquement sur le plan, qui a été publiée seulement sur le plan technique,
Il n'y a aucun résultat publié à ce jour permettant de dire qu'à 6 mois, 1 an, il y a des résultats corrects. Donc en clair, si on compare un petit peu les techniques thermiques, essentiellement laser, radiofréquence, c'est là-dessus qu'on a le plus de publications, mais ça pourrait être la vapeur également, et les techniques non thermiques, non tumescence, évidemment, il n'y a pas de risque de brûlure dans ces techniques innovantes, puisqu'il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas besoin de tumescence, puisqu'elles sont totalement indolores sur leur application. C'est par contre, pareil des deux côtés, on utilise des introducteurs de petite taille par une voie percutanée. L'avantage de ces techniques innovantes, c'est qu'il n'y a pas besoin de générateur pour délivrer, comme le laser ou la radiofréquence, pour délivrer la chaleur. C'est un kit à usage unique. Bien évidemment, tout est à usage unique, donc il n'y a pas besoin d'entretien du matériel. On traite actuellement toutes les veines, avec une petite nuance pour la petite saphène dans les techniques thermiques, même si aujourd'hui on élargit les indications compte tenu des risques traumatiques d'une nerf surale au contact. Les différences, c'est qu'on se met à 2 cm pour les techniques thermiques, à 0,5 ou 1 cm pour les clarivelles, 5 cm pour les vénacies et 3 cm pour le variclose, et que derrière, il n'y a quasiment aucune suite opératoire douloureuse, ni de sensation de brûlure. Donc, en conclusion, quelles sont les perspectives et à venir? Par qui? Eh bien, ça ouvre encore une porte supplémentaire pour dire que celui qui va pratiquer ça, on n'a plus vraiment l'impression qu'il a besoin d'une formation chirurgicale élaborée, d'accord, que c'est en fait celui qui va maîtriser, à mon avis, plusieurs techniques, que ce soit la radiofréquence, que ce soit les techniques nouvelles, que ce soit encore la chirurgie, et en particulier les phlévectomies qui me semblent être indispensables à la prise en charge complète de la maladie veineuse, bien évidemment en tenant compte des caractéristiques anatomiques de la veine et du patient au niveau des comorbidités. Donc ça laisse la porte ouverte à beaucoup de praticiens, pas forcément médecins vasculaires ou chirurgiens d'ailleurs, vasculaires. Donc la prise en charge aujourd'hui des varices, on peut dire que c'est majoritairement et dans le futur des techniques endoveineuses, qu'elles soient chimiques ou thermiques ou mécaniques, que du coup on s'avance vers la non-hospitalisation, donc et éventuellement sortie du bloc opératoire, puisque aujourd'hui, que ce soit la radiofréquence ou le laser, il n'est pas recommandé, il est obligatoire, c'est dans le libellé recommandé par la HAS et dans le libellé de la Caisse nationale, de le faire dans un environnement chirurgical. On ne peut pas faire ça dans le cabinet ou à la table, comme le signalait le professeur Chevalier. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai une réflexion à vous faire. D'une part, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de tolérance du cyanoacrylate? Parce que j'ai cru voir qu'on injecte 10 millilitres, 2 millilitres. L'urologue, quand on a injecté du PTFE pour guérir le reflux, ou les ORL qui font ça sur les cordes vocales, et on a observé des migrations dans les ganglions à distance. Donc, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus? Et puis, ma deuxième observation, c'est quel est le pourcentage de retraitement, alors pas uniquement de ces techniques, mais en général, du traitement de l'insuffisance veineuse? Pour la première question, aujourd'hui, le recul est quand même relativement faible. Alors déjà, sur le MOCA, il n'y en a pas plus qu'avec la sclérose, puisqu'on utilise un produit sclérosant. Même chose pour le V-bloc, sachant qu'on a fait à ce niveau-là. La seule question qu'on peut se poser, effectivement, c'est l'utilisation du cyanoacrylate. Qu'est-ce qui devient dans le temps? Il ne va pas être détruit par l'organisme. La veine va se rétracter, va être recyclée, mais le cyanoacrylate a priori reste sur place. Alors après, on n'a pas le recul suffisant pour ce qui se passe après, ce que ça passe dans les non. Il faut savoir que le cyanoacrylate a été validé en 2003 par la FDA dans des applications non vasculaires. Je vais plus en tête, je crois que c'était au niveau hépatique. Elles ont été injectées, donc il y a quand même un recul de cette molécule sur des pathologies autres, avec des durées de vie qui ne sont pas forcément très longues, parce que je crois que c'était des maladies importantes au niveau du foie. Mais elle avait eu cette autorisation de la FDA. Donc on peut partir du principe, entre guillemets, sans aucune étude prospective sur ce sujet, que son devenir dans l'organisme n'est pas entraîné
n'entraîne pas de toxicité majeure. Je rappelle qu'on met 2 millilitres. Et encore, pas sur les grosses affaires. Après, pour la deuxième question, c'est quelle est la fréquence de retraitement la fréquence en général? Alors, il faut différencier. Ce que moi j'appelle une récidive, le professeur Chevalier vous a parlé tout à l'heure des récidives, on parlait de perforants, de saphène fémoral accessoire, d'autres tributaires. C'est peut-être dans le même territoire, mais ce n'est pas une récidive. Pour moi, une récidive, c'est sur le tronc. Une récidive, ce n'est pas lié à la technique. Une perforante qui devient incontinente 5 ans après une chirurgie, après une radiofréquence, un laser, une mousse, c'est une évolution de la maladie avec une veine accessoire. Ce n'est pas un échec de la technique initiale. Donc, si on doit estimer véritablement les récidives, je dirais que c'est moins de 10% des malades à plus de 5 ans, quelle que soit la technique. Après, il y a les vraies récidives. Chirurgicale, c'est la néovasculogenèse. La sclérose à la mousse, c'est la recanalisation. Et pour les techniques thermiques, effectivement, c'est la recanalisation du tronc. Donc ça, on estime que c'est 2% pour les techniques thermiques, 25% pour la chirurgie. Et il y a plein de publications aujourd'hui qui montrent qu'à 1 an, comme l'a montré l'étude de Rasmussen, pour la mousse, c'est 40% à 1 an. Ça ne veut pas dire de récidive clinique, ça va être récidive échographique. Du principe qu'une récidive échographique avec un reflux qui réapparaît sur le tronc va probablement donner une récidive dans les 3-4 ans. Une question? Oui, Jean-Pascal. Donc,